La raison numéro 2, c'est qu'il faut casser l'accroissement exponentiel de l'endettement public. Je rappelle qu'avant 1973 et depuis Napoléon Ier, la France monétisait une partie de son déficit budgétaire par l'intermédiaire de la Banque de France. La Banque de France créait par exemple 1 milliard de francs à partir de rien et sans intérêt puisque la Banque de France appartient à l'État. Alors c'était un système qui avait des inconvénients. C'était un système qui était potentiellement inflationniste par nature. Lorsque vous offrez à un souverain la possibilité de faire de la monnaie, il a tendance à faire de la monnaie, ça c'est sûr. Parce qu'il a, alors au début, c'est très bien parce qu'il a plus d'argent comme ça, mais comme selon l'adage que ce qui est rare est cher et que ce qui n'est pas rare n'est pas cher, plus vous sortez des billets, je présente les choses de façon volontairement simple, plus vous publiez des billets et plus vos billets ne valent rien. C'est bien évident. Donc, c'était un système qui était, par nature, inflationniste. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les banquiers, les révolutionnaires, de M. Padoas-Quepin, les rentiers, c'est-à-dire les gens ayant de l'argent, voyaient d'un mauvais œil que l'État ait le contrôle sur l'économie du pays et sur les taux d'intérêt. D'autant plus qu'il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. On a donc parlé à cette époque de euthanasie des rentiers. Certains ont eu cette formule un peu bizarre. Ça voulait dire qu'en fait, les rentiers étaient piégés dans leur pays respectif. En d'autres termes, par exemple, quelqu'un qui avait une petite fortune qui tombait du ciel parce qu'il faisait un bel héritage, était contraint, ne pouvait pas sortir cet argent de France, pas plus d'ailleurs qu'il ne pouvait le sortir de la Grèce ou de l'Espagne et autres, sans autorisation, mais les autorisations étaient rarement données, surtout à des particuliers. Et donc, il était obligé de placer ses fonds dans le pays d'origine, dans le pays où il vivait. Et s'il plaçait ses fonds dans par exemple, une caisse d'épargne avec des taux d'intérêt administrés, style 3 ou 4% par an, et si au même moment l'inflation, parce que justement la création monétaire était débridée, l'inflation faisait du 10 ou du 15, comme on l'a vu par exemple dans les années 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, on a eu des taux d'inflation de 15% par an, à ce moment-là, ils étaient piégés puisqu'ils gagnaient, mettons, 5% à la caisse d'épargne, ils perdaient 10% par an avec la dépréciation monétaire. Donc il y avait effectivement un intérêt fondamental des classes dominantes ou possédantes, on peut dire, à modifier ce système. Des campagnes de presse et un lobbying permanent sur les responsables politiques mirent en avant que ce système était anachronique et inflationniste par nature, car l'État, ne devant pas payer d'intérêt pour ses déficits publics, pouvait être tenté de créer de la masse monétaire de façon excessive, ce qui pouvait être le cas. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'on était quand même sous l'empire de l'accord de Bretton Woods, qui faisait que les monnaies devaient être convertibles en or. Mais enfin, comme vous le savez, c'est justement en 1971 que Richard Nixon a fait voler en éclats les accords de Bretton Woods en supprimant la convertibilité du dollar en or. Et donc il n'est pas, illogique d'un point de vue historique que la France ait pris cette fameuse loi de 1973, mais dans l'ensemble du monde occidental, des lois identiques ont été prises pour éviter que la fin des accords de Bretton Woods ne donne le libre cours à une espèce d'envolée inflationniste généralisée, puisque tous les États pourraient à ce moment-là imprimer autant d'argent, enfin sortir autant d'argent qu'ils en voulaient. C'est ce qui a donné naissance à la loi 73-7 du 3 janvier 73 sur la Banque de France, que certains polémistes appellent la loi Rothschild ou la loi Pompidou-Giscard, parce que c'était Georges Pompidou, président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances, et que Georges Pompidou avait, comme vous le savez, été à un moment banquier chez Rothschild. Donc cette loi a modifié l'organisation de la Banque de France, elle a affaibli les droits du Trésor public par rapport à celle-ci. Donc normalement, dans son article 25, elle précise que le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. Alors on en parle beaucoup sur Internet. Il ne faut pas non plus exagérer le rôle de cette loi, parce que, je vous l'ai dit, il y avait quand même cette espèce de ressort de rappel des accords de Bretton Woods, qui faisait qu'on ne pouvait quand même pas faire tout et n'importe quoi. Mais ce qui est vrai quand même, c'est qu'à partir de là, on a eu une loi qui a été une espèce d'endettement volontaire de la France et de tous les autres États. On s'est dit, la France ne doit pas, il faut être à sage, sinon on va avoir de l'inflation énorme.
Il faut donc être sage, et comme il n'y a plus la contrainte de l'étalon or, eh bien, il va falloir que le gouvernement, enfin que l'État, pour parler plus précisément juridiquement, que l'État fasse comme un particulier, c'est-à-dire qu'il s'endette sur les marchés financiers. Voilà. Et donc, en payant des intérêts, ça va lui coûter de l'argent. Donc, du coup, il va être sage et donc il ne va pas s'endetter ad vitam aeternam. Donc, on aura ainsi une sagesse qui sera imposée par la réalité. C'était comme ça que ça a été présenté. Mais avec cette loi, l'État français s'est donc volontairement privé du droit régalien de gérer de la monnaie, de créer de la monnaie gratuitement. Et du coup, les banques privées, et les marchés financiers en ont profité pour s'enrichir aux dépens de l'État. Et ce qui était auparavant prêté gratuitement, mais avec un risque d'inflation, a désormais été prêté contre intérêt sonnant et trébuchant, avec un risque moindre d'inflation, ce qui d'ailleurs reste à démontrer, puisque certains expliquent qu'en fait l'inflation n'a pas spécialement diminué. Je pense quand même qu'on peut dire que là, elle a un peu régressé, mais c'est vrai qu'on a quand même connu ensuite des périodes d'inflation. En tout cas, cette décision, c'est une décision d'une importance historique très considérable, puisque c'était depuis toute éternité que le souverain, c'est-à-dire soit le peuple depuis 1789, soit le monarque avant 1789 et la reconnaissance de la souveraineté nationale, c'était le souverain qui avait le privilège d'émission monétaire. Dans la Divine Comédie, le grand poète florentin Dante Alighieri, qui vit au début du XIIIe siècle, vous savez, c'est un grand poème, une des grandes œuvres littéraires de l'Europe occidentale. Dans ce document, dans ce texte, Dante place le roi de France en enfer. L'argument du poème, c'est on se promène entre l'enfer, le paradis et le purgatoire, et en enfer, on découvre le roi de France, le très chrétien, c'est-à-dire Philippe le Bel. Et pourquoi est-ce que Dante le place en enfer ? Parce que justement, il fait de la dépréciation monétaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, les pièces en argent ou en or étaient rognées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous êtes numismate, il est très difficile de trouver des pièces en or de l'époque médiévale, roi française ou d'autres pays, qui soient en parfait état. Elles sont pratiquement toutes un peu rognées parce qu'on grattait de l'or, on récupérait un 0,1 gramme. Et si vous faites ça, sur 40 pièces, vous refaites une pièce de 4 grammes. Vous refaites une pièce presque à l'identique. Mais elle est, comme on dit alors, de mauvaise aloi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le même aloi que la pièce d'origine. Et comme vous l'avez compris, si vous faites avec 40 pièces, vous en faites une nouvelle, ça représente une dépréciation monétaire de 2,5%. Alors, ce système a été rendu obligatoire dans toute l'Union européenne par les traités européens, notamment par l'article 123 qui interdit à la Banque centrale européenne ou aux banques centrales des États membres de monétiser les déficits publics. Alors, de ceci a découlé quelque chose qui est béant, c'est un problème béant devant l'ensemble des peuples, c'est le fait que nous avons une espèce de cancer financier qui ne cesse de se développer dans tous les pays de l'Ouest, d'Occident, qui est que la dette publique ne fait que croître de façon irrésistible. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait été élu d'ailleurs pour faire diminuer la dette, et en réalité, non seulement il ne l'a pas fait diminuer, il l'a fait exploser. Et pour bien comprendre, alors il l'a fait exploser pour des raisons, puisqu'il y a eu la crise financière, mais prétendument, au lieu de laisser les banques faire faillite, on est allé les sauver, et ceci a débouché sur des déficits budgétaires absolument faramineux de la France. On est monté jusqu'à 8,5% du PIB, et donc, puisqu'on ne crée pas de monnaie, il a fallu financer ça par appel sur les marchés financiers, ce qui a fait augmenter la dette publique d'autant. Pour que vous ayez une notion de l'impasse budgétaire dans laquelle nous fonçons à toute allure, qui ne peut se terminer que par un gigantesque feu d'artifice, en France comme ailleurs, mais en France en particulier, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la RGPP. Ce sont les économies réalisées par la révision générale des politiques publiques, lancée par M. Sarkozy. M. Sarkozy, président de la République, enfourchant le dada des médias, dont on sait par qui ils sont tenus, enfin j'en reparlerai tout à l'heure, c'est-à-dire par toute l'oligarchie euro-atlantiste, M. Sarkozy est parti en guerre contre l'État. Vous savez qu'on ne cesse de dire aux Français que l'État dépense trop, que les fonctionnaires vivent de façon sardanapalesque, comme dans les 1001 nuits.
Et donc, on s'est lancé dans une grande procédure, ministère par ministère, on a dit il faut tout ratiboiser. Alors c'est comme ça qu'il a été décidé qu'un fonctionnaire sur deux ne partirait plus partant à la retraite ne serait pas remplacé, qu'il a été décidé de fermer des plateformes hospitalières pour centraliser, comment dirais-je, des hôpitaux à des niveaux régionaux, ce qui pose d'ailleurs des problèmes de transfert, ce qui pose des problèmes d'investissement par ailleurs. Il a été décidé de fermer des écoles, des commissariats de police, de fermer des casernes de sapeurs-pompiers, etc., etc., pour faire des économies. Et puis, de moins en moins de gens partout. Dans les préfectures, par exemple, j'ai visité une préfecture de région il n'y a pas très longtemps, le préfet me montrait l'état de déchéance de l'État. Parce que c'était un très belle préfecture du XVIIIe siècle, dans un ancien palais épiscopal. Et j'y étais au mois de février, et il y avait des décorations de Noël pour passer entre les salons. Des salons avec des grandes boiseries Louis XV, enfin, c'est tout l'apparat de l'État. Bon. Et comme le préfet était très sympathique et que j'étais assez à l'aise avec lui, je me suis permis de dire « Monsieur le préfet, vous fêtez Noël assez tardivement ». On était le 15 février, c'était un peu narquois de ma part. Et il m'a dit « Mais savez-vous pourquoi nous faisons cela ?» J'ai dit « Non ». Et il m'a montré que derrière les décorations de Noël qui avaient été laissées, puis les branches de sapin, eh bien en fait il y avait des étais qui soutenaient le mur, parce que le mur s'effondrait. C'est vraiment des préfectures qui sont en train de... On se croirait dans une pièce de Ionesco, et les préfectures qui sont au sens étymologique en train de s'effondrer. Il n'y a plus de frais de fonctionnement nulle part. En revanche, les collectivités locales, elles, se servent goulûment, puisque ça, c'est formidable, c'est la décentralisation. Alors, je reviens à mon propos, parce que sinon je vais faire une conférence fleuve. Les économies réalisées par la RGPP, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, la rationalisation des administrations, la fermeture des services publics, les hôpitaux, les écoles, les commissariats, etc. Les économies qui ont été réalisées de 2008 à 2011 sur 4 ans ont été très exactement de 11,9 milliards d'euros. Et à 2012, on peut mettre à peu près de l'ordre de 15 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on peut compter que ça a rapporté 3 milliards d'euros d'économies chaque année. En cumulé, hein. L'économie totale depuis qu'a été lancée cette politique, c'est 15 milliards d'euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dette publique au même moment a augmenté de 600 milliards d'euros. C'est-à-dire que vous voyez que l'on a mis les administrations, enfin parmi vous il y a peut-être des fonctionnaires ou des gens qui connaissent des fonctionnaires dans leur entourage, ou tout simplement des gens qui ont recours aux services publics et qui pestent de voir que l'on ferme des écoles, que l'on ferme ci, que l'on ferme ça, que l'on ferme des commissariats de police, que l'on ferme des hôpitaux, que l'on ne remplace plus un fonctionnaire sur deux. Il y a des services de l'État que je ne nommerai pas qui sont dans un état de désorganisation complète parce qu'on ne peut plus, on n'a plus les personnels nécessaires pour appliquer toutes les réglementations. Alors certains disent, il y a aussi tout un discours ultralibéral qui consiste à dire mais de toute façon il y a beaucoup trop de réglementations, tout ça c'est les énarques, il y en a assez des énarques. Je ne suis pas là pour défendre les énarques, je suis là simplement pour faire préciser que la grande majorité d'ailleurs, enfin beaucoup de ces réglementations et en nombre croissant viennent justement de l'Union européenne et sont obligatoirement transposées en droit français. Or, l'Union européenne n'est pas peuplée d'énarques, c'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur Barroso et tous les commissaires européens, il n'y en a pas un seul qui soit énarque. Donc, cette réglementation est par ailleurs, dans un certain nombre de cas, elle est quand même justifiée, elle est quand même elle répond, dans la grande majorité des cas, à des besoins. En attendant donc, on désorganise les services de l'État, et tout ça pourrait faire des économies qui sont des économies de bout de chandelle par rapport au reste. Vous vous rappelez peut-être que M. de Villepin, Premier ministre, a vendu des autoroutes françaises, ça a rapporté 11 milliards d'euros à la France. Alors maintenant, quand vous prenez l'autoroute, à chaque fois que vous passez un péage, il y a une petite partie de votre péage qui va abonder les revenus de Madame Jackson, she's retired, c'est une retraitée au bord de ce swimming pool, San Diego, California, parce qu'elle a placé sa retraite dans un fonds de pension et qui a pris une participation dans Vinci, qui est maintenant le propriétaire des autoroutes. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Donc il faut bien comprendre que l'on vend notre patrimoine public pour effacer de façon totalement marginale une dette publique colossale, mais que
Ce patrimoine qu'on a vendu, c'est une affaire, c'est vraiment une escroquerie générale, puisque ce patrimoine rapporte tous les ans de l'argent à leurs actionnaires. Hein? Vous comprenez le truc? Si on n'avait pas vendu les autoroutes, au lieu d'avoir, je ne sais plus combien de centaines de milliards d'euros de dettes, on doit en être à peu près à 2000 milliards d'euros de dette publique en France, on en aurait 2011. Bon, ça ne changerait rien, sauf que les autoroutes, ça serait quand même encore à nous. Voilà. Donc, ça, je viens de vous le montrer. Oui, c'était ça. Hein, voilà. Les économies réalisées par la RGPP. Eric. Les économies réalisées par la RGPP ont été de 11,9 milliards d'euros sur 4 ans. La hausse de la dette publique a été de 600 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il y a quand même un truc qui cloche quelque part. C'est la raison numéro 2 de sortir de l'Europe. Il faut redonner à la Banque de France son pouvoir de financement de l'État et des collectivités publiques, ce qui impose de dénoncer juridiquement l'article 123 du TFUE. Et je précise que le parti politique que j'ai créé, le mouvement que j'ai créé, propose que les Français soient consultés au niveau national à l'issue d'un grand débat national où tout le monde pourra exprimer ses vues, y compris et surtout les vues hétérodoxes. Je rappelle notamment que le seul prix Nobel d'économie français qui a été barré d'accès aux médias jusqu'à son décès, Maurice Allais, qui avait des vues totalement hétérodoxes. Donc nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un vrai débat qui soit placé sur le tapis, exactement à l'islandaise, et que l'on préconise, ou à l'Argentine, hein, et que l'on voit avec les Français ce que l'on fait de cette dette publique, quitte d'ailleurs à ce que l'on reconnaisse que toute ou partie de cette dette est une dette qui est en partie infondée par des mécanismes qui n'auraient jamais lieu d'être. En tout cas, il faudrait faire un bilan déjà de ce que des services qui ont été fournis en échange des 600 milliards d'euros. Voilà ce que nous disons. Voilà, je disais d'ailleurs hier au sujet de la Grèce, vous avez vu par exemple qu'il y a 340, la Grèce avait une dette publique de 340 milliards d'euros, et puis il y a eu un consensus entre les banques, vous savez, dans ces négociations pour rendre la Grèce in bonis, comme on dit, et finalement les banques ont fait un trait. On a dit les banques ont fait un effort, les banques ont fini par faire un trait sur 50 milliards d'euros, 60 milliards d'euros, ben allons donc. Mais si on fait des traits sur 50 ou 60 ou 80 milliards d'euros, c'est qu'il y a un petit problème. C'est ce que je disais hier. C'est comme si, par exemple, vous faites faire une réparation à un bien qui vous appartient, vous apportez ça au réparateur, et puis il vous dit, ben voilà, ça vous coûte 1850 euros. Vous dites, mais vous plaisantez ou quoi? Moi, je pensais que ça allait me coûter 50 euros. Alors vous commencez à entrer en négociation, puis il dit, bon, je vous fais un prix, c'est pas 1850, en fait, la facture, ça sera de 320 euros. Ben, vous dites, ben, c'est un arnaqueur. Ça veut dire que ces sommes sont des sommes virtuelles. Hein, voilà.